l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes fidèles compagnons Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Les gars, bonjour. Salut bonjour. Antoine. Devinez quoi? On va aujourd'hui avoir droit à un segment Stellantis. Mais tout d'abord, on va parler subvention. Oui. Parce que il est sorti un peu de détails concernant ce retour de la subvention fédérale. Évidemment, on a un retour de 5 000 $ jusqu'à 5 000 $ pour un véhicule électrique admissible et 2 500 $ pour un véhicule hybride rechargeable. Là, la question, c'est pas de débattre si on est pour ou contre, si on aurait dû, si, ça. Ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les détails, les véhicules admissibles, quelles sont les règles. Parce qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation suite à cette annonce-là. Comme il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'histoire des voitures chinoises qui vont arriver chez nous, quand, comment, où, combien, tu sais, il y a beaucoup de questions. Il y avait des règles globales, là, qu'on parlait de véhicules assemblés dans un pays où est-ce qu'on a un accord commercial, et etc. Mais c'était très global et plus politique. Là, tu es allé fouiller un peu, voir dans le site du gouvernement, puis il y a eu des détails qui sont sortis sur vraiment les détails plus techniques des véhicules et des frais qui sont reliés. Là. Voilà. Ben en fait, la première question que je me suis posée, puis on va reparler de la Fiat 500 plus tard, c'est comment se fait-il que des concessionnaires Stellantis, Chrysler... On va parler de ta Fiat 500. Oui, mais... Parce que moi, je voyais aller des promotions sur 48 mois, mais aussi sur 36 sur 24. Et là, je me posais la question, est-ce que tu peux appliquer un plein rabais de 5 000 $ sur une location de seulement 2 ans, alors que dans le passé, il fallait que ce soit une location de 4 ans, sinon c'était 3 750 sur 3 ans, 2 500 sur 2 ans, etc., etc. Et en voulant obtenir réponse à cette question-là, ben c'est là que j'ai obtenu davantage d'informations en allant fouiller sur le site web du gouvernement du Canada qui a mis à jour les informations. Alors, pour votre gouverne, non, on ne peut pas louer sur un terme de 24 mois et avoir droit aux 5 000. Il faut que tu loues sur 48 mois pour avoir droit aux 5 000. Et ça, il y a des concessionnaires Stellantis qui ne le savaient pas et qui vont probablement devoir payer de leur poche la différence parce qu'ils ont inclus le 5 000 de rabais dans des locations 24 mois au début du mois pour liquider leur voiture. Grave erreur! Parce que là, on se bat à coups de poing pour en trouver, puis il n'y en a plus pantoute. Et je considère que je suis un peu responsable de cette histoire-là, mais on y reviendra. Bon, en attendant, les détails sont assez intéressants parce que je me trouvais la semaine dernière avec les gens de Toyota et je leur posais la question, avez-vous les détails sur l'admissibilité des véhicules que vous nous présentez aujourd'hui au crédit gouvernemental fédéral. Et eux me disaient, ben les véhicules pourraient tous être admissibles dans la mesure où on vient offrir des rabais. Mais c'est quoi ça? Et effectivement, ils avaient raison. C'est-à-dire que la règle du gouvernement canadien à ce niveau-là, c'est de dire le plafond d'admissibilité, c'est un montant de 50 000. Il y a des inclusions, il y a des exclusions. Et là, on va vous montrer la liste de tout ça. Et vous allez comprendre que c'est particulièrement complexe. D'abord, le prix de détail suggéré du manufacturier fait office de premier point. Mais à ce prix-là, vous pourriez venir ajouter des incitatifs, on dit remise du fabricant ou du concessionnaire. Ce qui veut dire que si vous avez un véhicule de 60 000 $ et qu'on décide de vous donner 10 000 $ de rabais, que ce soit un rabais manufacturier ou du concessionnaire, et que le prix transactionnel tombe à 49 995, bien, le véhicule est admissible. Pourtant, son PDSF est à 60 000.
Ouais. Alors ça, c'est un élément qui est quand même assez particulier. Par contre, il faut considérer dans le prix du véhicule des systèmes tag, gravure, des alarmes, des groupes d'options, une option de si vous avez acheté un anti-rouille au FNI, si vous avez pris un traitement céramique, beaucoup de produits qui sont vendus par le directeur financier viennent être inclus dans le prix du véhicule. Ensuite de ça, vous allez avoir des accessoires, là, les tapis d'hiver, les pare-boues. On est allé jusqu'à lister des barres transversales de toit. Toutes les affaires qui peuvent être achetées après. C'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on s'est cassé la tête là-dedans. Et on inclut aussi les frais de concessionnaire, ces fameux frais de concessionnaire qu'on vient ajouter à la facture totale du véhicule. Mais dans les exclusions, il y a les frais de transport et de préparation. Il y a aussi les pneus d'hiver. Il y a les abonnements, par exemple, un abonnement à OnStar ou à une application XY pour que vous puissiez faire fonctionner votre véhicule. Tout ce qui s'appelle produit d'assurance. Donc, assurance vie, invalidité, etc., garantie de remplacement, tout ça, c'est exclu. Là, après ça, tout ce qui s'appelle taxe, incluant la taxe de luxe, la taxe d'assises d'air climatisé, la taxe à l'achat du véhicule, tout ça, c'est exclu. Mais ça crée énormément de confusion. Et surtout, vous allez peut-être être d'accord avec moi, ça ouvre la porte à de l'hommerie. Ouais. OK? Parce que... Des petites manigances. Voyons. C'est joliment dit. Regarde, tu as un véhicule de 60 000 $, OK? Tu veux que le véhicule soit admissible au montant de 5 000 $. Donne 10 000 en cash, écris 49 999 sur le contrat, puis tu vas aller chercher un 5 000 supplémentaire, puis on ne le mettra pas au contrat. Ou on va te faire à croire sur papier que le concessionnaire te donne 10 000 de rabais, mais tu vas le donner en comptant de l'autre côté. Puis on donne un crédit sur tous ces accessoires-là qui sont inclus, mais que tu veux. On te donne un crédit de 5-10 000 $. Tu peux aussi, soit dit en passant, gonfler artificiellement la valeur d'un véhicule d'échange. Il y a toutes sortes de façons là, d'aller tricher. On a... Plutôt que de mettre des règles strictes et de dire, OK, ce véhicule-là est admissible, celui-là ne l'est pas. Comme des marques et des modèles. T'sais, on a quand même fait une liste, là, puis on va en parler après. Mais on a une liste théorique parce que tu pourrais prendre un véhicule de 70 000 puis dans un contexte XY, il pourrait être admissible. Et je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un ami qui récemment a acheté une Charger électrique, OK? La Daytona Stage 2. Prix de détail suggéré, 103 000 $. Il est sorti du concessionnaire avec l'auto à 57 000 $. OK? Fait que là, c'est une diminution de prix de presque 50 %. Aurait fallu s'étirer juste un peu plus. Tu sais, juste un peu plus, puis tu y refais gagner. Alors, tu aurais eu une subvention sur un char de 100 000 $. Oui, mais de toute façon, dans le cas de cette voiture-là, ça s'applique par défaut parce que, comme c'est une voiture de fabrication canadienne, il y a le 5 000 qui vient s'appliquer. En partant, exactement. Juste pour votre gouverne, c'est la seule. Il n'y a pas d'autres voitures électriques fabriquées au Canada. Mais ceci explique cela. Ça veut dire que... je vous dis n'importe quoi, Honda veut liquider ses Prologue Touring. Il en reste d'un coup. PDSF, 68 995. Là, je dis n'importe quoi, mais on est autour de ça. En s'étirant un peu, on est capable de l'amener en bas de 50. Voilà ton rabais. Vider la cour. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que la quantité de véhicules qui vont soudainement devenir subventionnés ou sur lesquels vous allez voir de nouveaux rabais manufacturiers, ah oui, en voyant en contrepartie les taux de financement et de location monter comme par enchantement, là, vous allez en avoir. Parce que ça, le taux de financement, ça n'a rien à voir. Fait que baisser le prix du véhicule de 3 000, monter le taux de financement de 2,5 %, ça revient exactement au même dans le paiement. Mais là, le véhicule devient admissible alors que le taux de financement a monté. Fait que quand je vous dis qu'on va tricher et on va jouer avec les chiffres, tu sais, quand j'ai vu que cette subvention-là arriverait, la première chose que j'ai dit, c'est cet argent-là va aller dans les poches des constructeurs automobiles. C'est pas vrai en février, parce que là, on se rend compte qu'il y avait des programmes en cours puis qu'on aurait de l'air bien fou de les changer en cours de route. Puis on va y revenir un peu plus tard. Mais croyez-moi, en mars, on va s'ajuster un peu.
à moins qu'on ait des stocks incroyables puis qu'il faille liquider pour faire rentrer des 26, peut-être qu'on va avoir encore un peu de latitude. Mais progressivement, vous allez voir les taux de financement monter juste un petit peu. Les rabais manufacturiers là, qu'on voit sur les Mackie chez Ford, sur les Equinox de Chevrolet, ça va diminuer tranquillement. Si bien que le 5000 va être disparu comme par magie. Où ça? Dans les poches des manufacturiers. Mais par contre, on va jouer de stratégie pour pouvoir aller le chercher, ce 5000-là du fédéral. Et là, ben, tu vas voir toutes sortes de manufacturiers. Il y en a qui sont excellents là-dedans. J'en nommerai pas, mais c'était le lentille. Mais il y en a qui vont trouver des façons de très, très, très créative de faire en sorte que le véhicule puisse être admissible, c'est garanti. Ça se peut que votre véhicule d'occasion ait pris soudainement 5 000 piastres de valeur. On ne sait pas pourquoi. Fait que j'ai très hâte de voir. Là, on va vous nommer essentiellement les véhicules qui sont admissibles. C'est tous les véhicules dont le prix de détail suggéré se situe actuellement sous la barre des 49 995 $. Et ça comprend, bon, on va y aller uniquement avec les 2026, là. Là, tu as quoi ici? Oh, c'est ça, parce que là, la liste est très, très longue. Kia Niro 100% électrique, la Charger parce qu'elle est de fabrication canadienne, Chevrolet Equinox. On ne liste pas le Chevrolet Blazer EV là-dedans, évidemment, mais attendez-vous à ce que ce soit le cas. Un Ford Escape hybride rechargeable, Hyundai Kona électrique, ça, c'est admissible. Ensuite, si on s'en va là, surprise, la Fiat 500. Certaines Chrysler Pacifica, ça me fait très rire. Mitsubishi Outlander PHEV. Ensuite, Kia EV6, on peut la nommer, mais il n'y en a plus. Sportage, PHEV, Volkswagen ID4. On a placé ça tout croche, en fait, dans la liste. La Ford Mustang Mach-E, certaines versions à petite autonomie. 2026. Non, c'est ça, parce que là, on est dans le 2026. Ouais. Prius, hybride rechargeable, Toyota BZ, mais tu vois, le CHR n'est pas là, le Subaru Uncharted n'est pas là, on va y revenir un peu plus tard. Kia EV4, EV5, ça va être la même chose aussi, mais on ne l'a pas listé. Fait que c'est une liste qui est incomplète, mais comprenez un truc, si le prix transactionnel excluant les frais de transport, préparation et les produits d'assurance que vous achetez est sous la barre des 50 000 $, peu importe quel était le PDSF, ben vous avez votre 5 000. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un petit peu curieux. J'espère qu'on va se rajuster. À force d'en probablement parler. Pas. À force d'en parler. Probablement pas. Moi, j'aimerais en fait discuter, et c'est sûr que ça n'arrivera pas, mais j'aimerais vraiment discuter avec les fins stratèges qui ont décidé ça. Parce que clairement, c'est des gens qui ne connaissent rien au monde de l'automobile et qui ne savent surtout pas à quel point des vendeurs de chars, ça peut être créatif. Hein? Ça me fascine, c'est incroyable. Bon, nous voici rendus au segment Stellantis. Je ne vous garderai pas en haleine plus longtemps. Je me suis procuré une Fiat 500 électrique lundi dernier. En fait, je vous conte l'histoire, OK? Le plus simplement du monde. J'ai écrit un article sur le site du Guide de l'Auto concernant cette histoire-là. J'écoute le Super Bowl. Je suis en Californie dans un resto-bar entre deux événements automobiles parce que j'étais là-bas notamment pour aller conduire le CHR dont on va parler tantôt. Ouais. Et je suis dans un resto-bar, je suis tout seul, je regarde les écrans géants devant moi et je regarde le Super Bowl. Et en même temps, je me promène sur Facebook et là, je vois les pubs de Fiat 500 se multiplier à des promotions 29 $, 25 $, 50 $ par mois. Il y a toutes sortes de chiffres qui sont là. Puis c'est toujours zéro comptant, location 24, 36, 48 mois. Fait que je texte un ami qui travaille dans un concessionnaire Chrysler et je lui dis « C'est quoi la pogne? Y a-tu... » Et là, je comprends « Ah! » Il y a la nouvelle subvention qui vient d'arriver. On avait sorti des programmes au 29 janvier applicables pour le mois de février, puis tu viens ajouter le 5 000 $ sur la portion locative de ce paiement-là qui était déjà très bas parce que
tu pouvais louer jusqu'à ce moment-là. C'était encore un bon deal, même avant la oui, parce qu'il te faisait une Fiat 500 à 59$ par semaine. Grosso modo, taxine, ça te coûtait 250, 260 $ par mois, puis tu avais une petite Fiat électrique, pas d'essence. Fait que c'était raisonnable. Mais là, tu coupes le prix de moitié. Puis là, tu fais, attends un peu, une voiture neuve à 125 $ par mois plus taxes qui coûte 134 ou 135 $. Tu sais, à 12 000 km par année, mais souvent, ces voitures-là, ça tourne en rond en milieu urbain. Tu n'as pas nécessairement besoin de plus. Et si tu as besoin de plus, c'est 9 $ de plus par mois. C'est tout. Fait que là, je fais, ben voyons, OK, je réfléchirai pas. Je vais t'en prendre une. Garde-moi-en une pour demain matin. Clic. Et là, d'emblée, je fais, voyons, ça n'a pas de bon sens, ce prix-là. Et je m'en vais en ligne, juste pour le fun, sur le site de la STM, pour voir combien ça coûte une carte opus par mois. Ben, une carte opus, si tu veux juste rester à Montréal, c'est le même prix qu'une Fiat. Ah. Et si tu veux avoir le privilège de pouvoir aller à Laval ou à Longueuil, tu es à 200$. C'est plus cher que la Fiat 500. Le guide du métro, mesdames et messieurs. Le guide du métro. Avec analyse détaillée de toutes les stations. Ouais, non, je n'irai pas jusque-là. Mais je fais, mais c'est incroyable. Tu sais, mon forfait cellulaire me coûte ça. Tu vas me dire, forfait Canada International. Oui, moi, c'est ça. Oui. C'est ça que je pensais. Tantôt, je disais, mon téléphone me coûte plus cher que ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est incroyable. Je ne verrai même pas le paiement passer. Puis là, après ça, entre-temps, je m'avais offert ma soumission en ligne pour les assurances. Là, j'ai dit, c'est une auto électrique, fait que ça va coûter cher. Hey, tu sais quoi? Pas si pire. Ça me coûte 630 plus taxes par année assurer l'auto, plus 430 de plaques, parce qu'on a la chance d'être à Montréal et de payer pour le métro de la carte opus qui est plus cher que le char. Fait que cela étant dit, fait que là, je fais, OK, ça coûte à peu près 1 000 $ de plaques et d'assurance par année, puis ça coûte, grosso modo, 1 800 $ de paiement. Tu sais, quand tu dis que tes plaques, tes assurances, tes pneus d'hiver coûtent plus cher que le char, c'est quand même quelque chose, mais c'est ça quand même. Mais c'était tellement pas cher, j'en ramasse une. Et là, je commence à en parler avec des amis. Mon ami François Bonneville, qui a un centre de formation esthétique automobile, j'y parle de ça. Es-tu sérieux? Le lendemain, il en avait acheté 2. Puis là... Et la quantité de gens qui, à l'intérieur de 4-5 jours, m'ont envoyé des messages « Hey, je n'ai acheté une, hey, je n'ai acheté une, hey, moi aussi. » Et là, on voyait même les requins de l'industrie, là, des wholesalers, donc des revendeurs qui voulaient profiter du deal pour les mettre sur la route, faire 500 km et les revendre à profit après en payant toutes sortes. Parce que là, tu peux jouer avec tout ce que tu voudras comme chiffre. Ça aussi, il y en avait. Il y a des concessionnaires, et là, je ne les nommerai pas, mais il y a même des concessionnaires qui ont pris des modèles neufs, qui ont mis un peu de kilométrage dessus et qui les ont mis à vendre le lundi matin comme modèle d'occasion, plus cher qu'une neuve, pour aller chercher un petit peu de profit, parce qu'il n'y a pas besoin de te dire qu'il n'y a pas beaucoup de profit d'une Fiat 500. Il y en a quand même, étonnamment. Les concessionnaires ne les vendent pas à perte. Constructeurs, c'est clair que oui. Mais les concessionnaires, il restait quelques centaines de piastres dedans. Fait que c'est bon, c'est jouable. Mais, et là, je l'ai présenté à Salut Bonjour lundi dernier. La quantité de messages que j'ai reçus à la suite de ça, c'était incroyable. Puis j'ai dit à Salut Bonjour, là, commencez pas à peut-être penser que ça pourrait être éventuellement une bonne idée pour quelqu'un qui serait éventuellement intéressé. Oui, ça se fait c'est tout de suite, fini, là. Ouais. Il y en aura, moi, j'ai dit, il n'y en aura plus à la fin du mois, là. Ouais. C'est une fenêtre de 2 semaines. Pourquoi? Parce que la subvention de 5 000 $ entre en vigueur le 16 février et la promotion de Fiat en cours se termine le 28 février. Fait que vous avez 12 jours. Ben, tu sais ce qui s'est passé? 2 jours après, il n'y en avait plus. C'est terminé. Et ce que les gens de Stellantis m'avaient dit, c'est qu'au 1er février, au Canada, il y avait 2000 Fiat 500 à travers le pays. Okay. Combien il y en avait au Québec? Ça, j'ai pas les détails. Mais pas besoin de te dire qu'une grosse majorité de ça s'est vendu au Québec. Ici, ouais. C'est parti en fumée. Merci, bonsoir. Ah. C'est absolument fascinant. Puis,
la Fiat 500, ça a toujours été considéré chez Stellantis comme un mal nécessaire. Comme une auto, une voiture de conformité, on n'est pas intéressé à la vendre. Elle est parkée là en 2 Ram, avec des Wrangler puis des Grand Cherokee. Puis il n'y a rien qui se passe chez Fiat d'une manière ou d'une autre. Puis c'est ça, on a perdu foi. Ça prend un char. Si bien que il y a comme une espèce de micro-marché qui s'est créé pour cette auto-là au Québec, où on a vendu plus de Fiat 500 dans la province de Québec en 2025 qu'aux États-Unis. Oui, non, j'ai Ma pas, mémoire, pas de mémoire, c'est pas 1330 Fiat 500 au Québec, 2300 quelques Canada au complet et 1120 aux États-Unis. Je sais même pas si ça fait une Fiat par concessionnaire. Ça doit pas, en fait, là, aux États-Unis. Non. Fait que c'est vous dire à quel point ils en ont rien à foutre, les concessionnaires de ça, là. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Ouais. Mais ça fait de la place dans le cours, mais pas tant de place que ça. Oui, mais je peux te conter un truc. Je peux te dire que de stationner ça dans le garage à la maison, c'est fantastique. Il y a de la place autour. Là. Moi, j'adore ça. Mais je trouve que c'est une grave erreur d'interprétation de la part de Stellantis de ne pas mettre d'énergie dans cette auto-là. Pourquoi? Parce qu'au cours des 10 dernières années, d'abord, on a perdu 60 de part de marché. Là. On est passé de 300 000 à 100 000 véhicules vendus. Fait que faites votre calcul. Là. Cette année, c'est 112 000 véhicules qui ont été vendus au Canada. En 2015, c'était 305 000. Fait qu'on a-tu pris une débarque? Et qui on a perdu? Toute la clientèle qui achetait des véhicules peut-être un peu plus abordables. Ouais, plus petits. Même celles qui achetaient des Grand Cherokee, parce que des Grand Cherokee de luxe, ça se vendait comme des hot dogs à cette époque-là. C'est plus le cas aujourd'hui. On a complètement... La chaîne est débarquée. Là. Et là, on ose lever le nez sur une voiture qui, oui, est peut-être pas profitable, mais qui fait entrer du monde en concession. Ça fait rouler Et la business. le jour où tu réussis à faire en sorte que quelqu'un ouvre la porte, entre en concession, loue une Fiat en prenant 2-3 trucs au FNI, puis en achetant des pneus d'hiver, puis une garantie pneus et jantes, puis une pellicule protectrice, mais tu as déjà fait du profit en FNI. Ça fait rouler la business. Cette même personne-là, c'est souvent, alors, moi je me suis fait raconter ça là, par le concessionnaire, c'est souvent un père qui est rentré avec sa fille ou qui est rentré avec son épouse. Ou, tu sais, il y a eu toutes sortes de situations, mais ça a souvent été l'achat d'une deuxième voiture. Ça pourrait être pas pire. Mais c'est souvent des gens qui sont rentrés là, pas nécessairement pour acheter une voiture pour leurs besoins primaires à eux, mais parce que ça venait combler un besoin secondaire ou le besoin de quelqu'un d'autre dans la famille. Ben, le gars qui est rentré là, puis qui voit le nouveau Jeep Cherokee Overland, ou qui voit la promotion sur le Wrangler, ou qui voit que actuellement on loue des Ram Black Express à prix plancher, ben peut-être qu'il va s'en prendre un. Mais si tu ne fais pas entrer ce monde-là, puis que tu n'en as rien à foutre, ben ça ne marche pas. Fait que, tu sais, ça t'en prend un produit d'entrée de gamme. Et ça, il y a plusieurs dirigeants de constructeurs qui m'en ont parlé. C'est une erreur d'avoir une gamme trop incomplète. Et c'est ça pourquoi Chevrolet réussit à aller chercher du monde. C'est qu'on a gardé un Trax. Bon, le Buick Envista aussi. Ces véhicules-là font entrer énormément de gens chez nous au Québec. Quand on avait, par exemple, chez Nissan, la Micra, ça servait à la même chose. Ça faisait rentrer des gens chez les concessionnaires. J'ai-tu besoin des de te Pathfinder puis des Murano. J'ai-tu besoin de te dire que l'acheteur d'une Micra en 2015-2016, aujourd'hui, il roule en Rogue? C'est clair, là. Il est rentré chez Nissan, il a acheté une Micra, il a assurément été satisfait du produit. Si le concessionnaire a fait une bonne job, quand le client est retourné et que ses besoins avaient changé, il a peut-être pris une Sentra, il a peut-être pris un Rogue, il a peut-être pris un Pathfinder, qui sait? Ou il a peut-être pris une deuxième Micra si c'était une location puis qu'il voulait... Bon, on ne sait pas. Mais l'objectif de faire rentrer quelqu'un pour la première fois dans une salle d'exposition pour ensuite réussir à lui faire vendre un autre produit, ça, c'est la voiture par excellence pour le faire.
Et bon, là, la nouvelle qu'on sait, c'est qu'elle revient en 2026. La voiture sera à peu près pas changée, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on va la louer à quelque chose comme 60 $ par semaine, mais avec un comptant de 4 000. Ouais. Fait que là, c'est pas la même affaire. Là, après ça, est-ce que la subvention va justement permettre de venir amortir une partie du coût? Est-ce qu'on va jouer avec les valeurs résiduelles? Parce que ça, c'est l'autre chose. Comment tu fais pour, même si la voiture est pas chère puis il y a des gros rabais dessus, comment est-ce que tu fais pour la louer à 125 $ par mois en gonflant artificiellement la valeur résiduelle, ce qu'on a fait chez SCI, qui est la compagnie de finances de Stellantis. Et grosso modo, la valeur résiduelle d'une voiture que tu paies 24 000 $ au bout de 4 ans est à 17 500. Fait que ce que tu paies sur 4 ans, c'est 6-7 000 $. Mais est-ce qu'elle va valoir 17 500 dans 4 ans quand elle coûtait 24 000? La réponse, c'est probablement non. Ouais. C'est ça. Et là, on en a loué... Surtout pour ce type de véhicule. Excuse-moi l'expression, mais on en a loué un char et une barge. Oui. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tout un lot de Fiat 500 qui, dans 3 ans, 4 ans, vont revenir, vont être envoyés à l'encan, et là, ça va être vendu à perte. Ouf. Donc, ça se pourrait bien qu'on décide de faire des offres à ceux qui les ont loués. Si la valeur résiduelle est à 17 500, la rachèteriez-vous pour 13 000, 14 000? Nous, on va accepter de perdre 4 000 dessus. On aime mieux ça que de perdre 8 000 à l'encan. Ouais. Ça se peut que ça se passe. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on constate avec les Wrangler. Ouais. Ils perdent 15 000 du Jeep en ce moment-là. Ça revient. Il avait gonflé artificiellement les valeurs résiduelles pour les louer à prix plancher, puis c'était une catastrophe. Mais à ce moment-là aussi, quand ces véhicules-là vont revenir, le climat automobile va peut-être avoir changé, les constructeurs vont peut-être avoir fait des véhicules beaucoup plus abordables, et puis là, dans le neuf, ça va être peut-être intéressant. Ou, au contraire, peut-être qu'il n'y en aura plus de voitures abordables et qu'on va considérer que 18 000, c'est finalement pas si pire. C'est un lancer de dés. C'est vachement intéressant, ça. On va voir comment tout ça va se passer. Alors, l'histoire de la Fiat, c'est que présentement, à 125 $, il n'y en a plus. Mais s'il y a une marque qui s'est mise sur la carte en quelques jours, c'est bien Fiat au Québec. On a réussi quelque chose de pas pire. Sinon, Grand Cherokee, l'histoire est incompréhensible. On a un collègue, Vincent Aubé, qui est au lancement du Jeep Grand Cherokee en ce moment et du Jeep Cherokee accessoirement. Ben là, 4 cylindres turbo, nouvelle génération. Mais en même temps, on nous dit qu'on va garder la vieille génération du Grand Cherokee pour 2026 aussi avec le Pentastar. Et là, il y a des rumeurs possibles d'un retour de V8. Pas confirmé encore, mais toute chose est logique en ce moment de faire ça. À chaque fois qu'on se rencontre, on parle de ça. On ramène les vieux modèles, le vieux moteur, en fait. Là. Et puis pourquoi que ça arriverait pas? En fait, je dirais tout illogisme est logique chez Stellantis. J'ai dit, non, c'est logique dans le segment Stellantis. Mais pas dans le segment de marché, dans le segment Stellantis. C'est rien de confirmé par la marque, en fait. C'est le grand patron de Jeep qui a donné une entrevue au site internet de Drive qui a dit, écoutez, on veut laisser le plus de choix à nos consommateurs. C'est une ligne qu'on a déjà entendue dans tout le groupe chez Stellantis, chez Jeep. On a dit ça, donc évidemment, on ne ferme pas la porte à ramener le MI. Là. Un SRT? Parce que SRT est là et prête à briller de tout feu et de tout flamme. Bon, alors, voilà pour le segment Stellantis. Quelques autres nouvelles en rafale parce que le temps file. Début de production du Cybercab. Ah, oui. Moi, quand tu me nommes Cybercab, sais-tu ce qui me vient en tête? Un Cybertruck, pas de boîte. Mais c'est pas exactement ça. Le Cybercab, c'est un taxi autonome. Hein? C'est la mode aux États-Unis, surtout dans les villes comme Los Angeles, San Francisco, Phoenix. Vous connaissez peut-être Waymo, hein, la compagnie Waymo qui a pris des Jaguars. De tous les véhicules qu'il aurait pu prendre, ont pris des Jaguars pour en faire des taxis 100% autonomes, pas de conducteur. Ouais. Alors, Tesla se lance dans ça parce que justement, ça n'a pas été très bien dans la dernière année pour Tesla dans les dernières années. Ah bon? Donc, au niveau des ventes, pas au niveau de la technologie, parce que la technologie est là et la technologie est mise à profit dans un nouveau produit qui serait ce taxi-là à 2 places, en fait. Et pourquoi qu'il est à 2 places? Tout le monde se posait la question. Bien, on a fait une étude de marché auprès de Uber, auprès de Lyft, etc., pour voir que
La majorité des appels, la majorité des courses sont faites avec 1 ou 2 personnes. Donc, chez Tesla, on a décidé d'aller avec un petit véhicule à 2 places, pas de volant, etc. Bon, j'imagine qu'il va peut-être avoir un volant d'urgence là, pour être capable de prendre le véhicule s'il arrive quelque chose. Ou pas. Il y a des problèmes avec ces véhicules-là, évidemment. Chez Tesla, avec la phase de test, on a fait des tests avec les modèles Y qui avaient été supervisés. Il y a eu les robotaxis. Des robotaxis qui ont été un petit peu... c'est ça, Cybercab, robotaxi. Ça a été un petit peu des accrochages, des trucs comme ça. Personne n'est décédé. Avec Waymo, c'est arrivé également. La différence, c'est que chez Waymo, on utilise la technologie LiDAR. Chez Tesla, on n'utilise pas la technologie LiDAR. On se fie aux caméras haute définition. Et ça, là, c'est un débat constant dans l'industrie, surtout de la conduite 100% autonome. C'est que le LiDAR est très avancé, mais très dispendieux. Alors, chez Tesla, on se fie aux caméras. Mais je peux vous dire que si on lançait un tel projet chez nous... Oublie ça. Ça. Les caméras, là, ça serait très difficile à se fier dessus. Tu remarqueras, c'est Los Angeles, San Francisco, Phoenix, ouais. C'est ça. Elle est où la neige là-bas? Elle est où la glace? Shawinigan? Et je dis pas que la technologie chez Tesla, par exemple, si vous avez le full self-driving puis ça fonctionne de votre maison à la prairie jusqu'à Laval, oui, mais dans des conditions météorologiques qui se compliquent, ça peut être, le LiDAR peut devenir très pratique. Donc, c'est indispensable. Donc, on a commencé la production de ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, c'est de voir si c'est un business plan qui va marcher. Parce que actuellement, on ne sait pas. Ouais. En fait, tu peux même pas critiquer la décision de Musk par rapport à ça. Tu ne sais pas. Est-ce que ça va marcher? Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'investissement dans les nouveaux modèles. Il n'y a plus la S, il n'y a plus la X. On ne parle pas de Cybertruck, évidemment. Il n'y a pas d'investissement. Il va dans des technologies et dans des plans d'affaires dont on ne sait rien. Et puis, il y a simplement... C'est quand même logique de douter de la fonctionnalité du truc, parce qu'en fait, lui, il dit on va en vendre 500 000, 1 million par année. Les gens vont en acheter puis devenir des opérateurs de taxi. Il y a tellement d'inconnus, il y a tellement de trucs compliqués. Qu'est-ce que deviennent ces voitures la nuit? Où est-ce que tu les charges, etc. Franchement, comme modèle d'affaires, j'ai de sérieux doutes, mais je peux me tromper. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui apprécieraient avoir une voiture qu'ils n'ont pas besoin de conduire. C'est pas mon cas, là. Mais il y a des gens qui vont apprécier pouvoir s'installer à bord de leur voiture, partir au travail sans la conduire et sans en être responsable. Et c'est exactement le cas quand tu prends place dans un taxi Waymo. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas de conducteur, c'est l'électronique, c'est toute la technologie qui fait l'ensemble. Sauf quand ça déconne, puis quand ça commence à déconner. En contrepartie, on a vu beaucoup de vidéos de Waymo où là, les taxis se bloquaient ensemble, où tout d'un coup, la course partait dans tous les sens. Est-ce que c'est pire ça que la quantité d'idiots au volant que je vois chaque matin sur l'autoroute 13 à Laval qui savent absolument pas comment conduire leur voiture en ligne droite? Mais tu préfères-tu embarquer dans un taxi avec un conducteur ou sans conducteur? Dis-moi, si j'ai le choix, je vais prendre celui qui a un conducteur dedans. Moi aussi. Écoute. Non, pas où en est la techno aujourd'hui. En fait, OK. C'est un débat. Je vais répondre à ta question. Ici, je veux un chauffeur. Mais à San Francisco, pour avoir utilisé des Waymo à 2 reprises, je peux te dire que ça fait un job fantastique. Ça va bien. Ben oui, parce que les technologies sont très avancées. Là, fait que, tu sais, il y a matière à débat, clairement. OK, le temps file. RS5. RS5. Yes! Oui, la parlons RS5, voiture, parlons moteur. 2025 de retour. En fait, on est de retour avec une technologie enfichable, évidemment, hybride enfichable pour la RS5. Pas le choix. RS5. On en parle souvent de ces véhicules-là qui sont de haut prix, qui sont sportifs, mais qui embarquent cette technologie-là et qui prennent du poids en le faisant. Par contre, moteur thermique V6 biturbo 2.9 litres avec la transmission à 8 rapports avec un moteur électrique intégré dedans. On a une batterie de 25,9 kWh qui permettrait théoriquement 60 km d'autonomie, tout électrique. Bon, c'est le fun, 60 km, mais c'est surtout au service de la performance. On a également un petit moteur électrique dans le différentiel en arrière, donc on a un lien mécanique, mais on a cette possibilité-là d'avoir le moteur électrique pour avoir la vectorisation du couple. Et il y a une familiale. Et il y a une familiale, la Avant. Mais vous parlez avant que je le dise, on l'aura probablement fort probablement pas chez nous. Pas en tout. Et elle est super
Lim. Bon. Mais j'ai envie de te dire qu'on va probablement étudier le cas en Amérique du Nord. J'aimerais ça. Parce que les amateurs de ce genre de voiture-là vont toutes te dire qu'ils vont préférer la wagon à une berline ou à une 5 portes. À ce prix-là. Là. Il se vend bien plus d'Audi RS6 avant que de RS7. Ouais. Ben, la preuve, c'est qu'ils n'en ont même plus de RS7. Mais tu sais, c'est ça. C'est que il s'est développé un espèce de marché pour la familiale de performance, si bien que je pense qu'Audi serait un peu gnochon de ne pas l'amener en Amérique du Nord. C'est vrai. Ouais. Après ça, de bouder le marché canadien... Bon, c'est une seconde question, mais minimalement de l'amener aux États-Unis, je pense que ça serait logique. Ford, dévoilement d'une plateforme électrique avec des belles phrases toutes faites qui ne veulent rien dire. Antoine, on s'attendait à voir un véhicule, voir une petite camionnette, voir quelque chose de tangible. Ouais. Ford est arrivé avec un concept vague de comment qu'on va faire nos véhicules électriques abordables dans le futur. Une semaine après qu'on a dit qu'on voulait faire des partnerships, des partenariats avec les Chinois pour être capable de faire des véhicules électriques. Écoute, je vous fais le résumé vite de qu'est-ce qu'on a annoncé. Là. On veut mettre des batteries LFP pas trop chères, pas trop pesantes, très denses. On veut travailler sur l'aérodynamisme du véhicule. On veut le rendre un petit peu plus bas. On veut minimiser les modules électriques dans le véhicule pour que ça pèse moins. Et on veut faire du unicasting, là, du casting, si on veut, qui a moins de composantes. Toutes les affaires qu'on a faites chez Tesla il y a 10 ans. Là, mais t'as-tu quelque chose de concret à nous annoncer? Non, c'est pas mal. Après ça, Polestar ramènerait une nouvelle génération de la Polestar 2 pour 2027. 2 questions. Est-ce qu'on va l'avoir chez nous et est-ce qu'elle va avoir une vitre en arrière? Je sais. Chez Polestar, si on se fie à la photo qu'on peut voir là, il y en a une. Ouais. Mais... En avant, là. Parce que ça, c'est la 2 à droite. On voit la devanture. Sur le côté, c'est la Polestar 4 avec une... C'est pas la Polestar 4 parce qu'il y a une lunette. Mais pourquoi qu'ils disent Polestar 4, ça apporte? C'est une menterie. Eh ben, bon. Hey, peut-être que la Polestar 4 va avoir une vitre, finalement. OK. Au retour, on parle avec Hugues Gonneau de la Triumph TR6 et TR7. Non, TR7 et TR8, en tout cas, de Triumph. Le guide de l'auto. Est-ce que ça vous dit quelque chose, une Buick 2 places, décapotable ou coupée, propulsée et fabriquée en Angleterre? Non. Et pourtant, c'est un peu ce dont on va parler. Bon, c'est pas une Buick, c'est la Triumph TR7 et accessoirement la Triumph TR8, mais il y avait des gènes de Buick là-dedans. Absolument. Puis je trouve ça quand même intéressant parce que c'est une bagnole qui m'a toujours... qui a toujours piqué ma curiosité en matière de design. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Non. Erreur de gestion, hésitation de la direction, grève, problème de fiabilité, crise du pétrole, nouvelles normes de sécurité... Tout semble s'être ligué pour que les TR7 et TR8 soient les derniers représentants d'une prestigieuse lignée de roadsters anglais. Oui, lignée qui était la TR évidemment chez Triumph. Retrace-nous les grandes lignes de ça. Alors, le préfixe TR apparaît pour la première fois chez Triumph avec la présentation du concept TRX au Salon de Paris 1950. Rien à voir avec le RAM, en passant. Il s'agit d'un petit roadster à carrosserie en aluminium avec des phares escamotables. Seuls 3 prototypes seront construits. Suit un autre prototype, le Roadster 20 TS, exposé au London Motor Show de 1952. Il servira de base à la TR2, présentée au Salon de Genève 53, et plus tard officieusement renommée TR1. La TR2 évoluera en TR3 en 1955 et sera produite jusqu'en 1962. C'est en 1961 qu'est introduite la TR4, dessinée par l'italien Michelotti, et qui sera fabriquée jusqu'en 1967 en incluant la TR4A. Elle servira à son tour de base au TR250 en Amérique du Nord et TR5 pour le reste du monde, en recevant un 6-cylindres de 2,5 litres en 1967. En étant restylés par l'allemand Karmann, les TR5 TR250 deviennent la TR6 qui sera commercialisée des millésimes 1969 à 1976. Et là, évidemment, la situation de Triumph à la fin des années 60, c'est pas nécessairement évident. Oula, alors, prenez votre tête à deux mains parce que là, il va falloir suivre. Triumph a été racheté par Standard Motor en 1944 et cet ensemble a lui-même été acheté par Leyland Motors en 1960. Leyland ajoute Rover à son portfolio en 1967.
En parallèle, vous avez la British Motor Corporation, BMC, fondée en 1952 par la fusion d'Austin et de Morris, comprenant aussi les marques MG, Riley et Wolseley. BMC devient BMH, British Motor Holdings, suite au rachat de Jaguar en 1966. En janvier 1968, sous la pression du gouvernement britannique, Leyland et BMH fusionnent, formant la British Leyland Motor Corporation, BLMC. Vous obtenez alors une compagnie géante avec plusieurs marques qui font doublon. Et justement, MG et Triumph, qui ont toujours été en compétition directe sur le marché des roadsters, doivent devenir du jour au lendemain les meilleurs amis du monde. Ça ne peut que bien se passer. Comment le choix va se porter sur la marque Triumph? Alors, au moment de la fusion, Triumph et MG travaillent chacun de leur côté sur leur nouvelle voiture de sport. Chez MG, vous avez le projet ADO 21 avec un moteur en position centrale arrière et des suspensions hydrolastiques. Chez Triumph, vous avez le projet Bullet avec le moteur avant et roue arrière motrice ainsi qu'une suspension classique. Les planificateurs de BLMC estiment qu'un seul programme pourra répondre aux attentes du marché et de toute façon, ils n'ont les moyens d'en développer qu'un seul. Deux facteurs feront tourner le vent en faveur de la boulette. Premièrement, la visite de Mike Carver de la planification et de Spanking, ingénieur en chef de Triumph aux États-Unis en 1970, fait ressortir que le fait que les Américains préfèrent la configuration moteur avant et roue arrière motrice, plus fiable et plus facile à réparer à leurs yeux. Deuxièmement, Spanking et plusieurs membres de la direction de BLMC sont issus de chez Triumph et vont donc privilégier cette marque, même si MG est plus populaire. Comme le marché nord-américain est une priorité absolue pour la corporation, le projet Bullet va de l'avant début 1971. Le mot d'ordre donné par Donald Stokes, président du groupe, est « lancement en 1975 ». Les premiers croquis réalisés par les designers de Triumph font ressortir une certaine ressemblance avec la Porsche 914. La direction de BLMC trouve qu'il manque de caractère. Harrisman, rentré chez BMC en 1967 après un passage chez Ford, est appelé en renfort. C'est lui qui va inaugurer la forme en coin, le fameux wedge design, et intégrer élégamment les pare-chocs fédéralisés pour les futures normes de sécurité américaines. Le large pilier arrière est aussi dû à ces mêmes normes pour résister au retournement. Enfin, les planificateurs décident qu'il n'y aura pas de version cabriolet car, à ce moment, le gouvernement américain envisage d'interdire complètement ce type de carrosserie dans les années à venir, ce qui n'arrivera ultimement pas. Le style est quasiment terminé fin 1971. Des esquisses d'une MG sur base de TR7, baptisée Magna, sont réalisées, mais rien ne va plus loin. Malgré le manque d'amour de la part des dirigeants de BLMC pour MG, les Midget et MGB tiendront vaillamment le coup jusqu'au millésime 1980. Spanking est l'ingénieur en chef du projet TR7. Dès le départ, ce programme est vu comme la base d'une famille de voitures. Une version sprint avec le moteur 2 litres 16 soupapes, une rareté à l'époque de 127 chevaux de la Dolomite Sprint, ainsi qu'une version moteur V8 sont immédiatement envisagées. Les ingénieurs pensent un temps installer le 3 litres de la Stag, lancé en 1970, mais ce dernier se fait rapidement connaître pour ses gros ennuis de fiabilité. Ils choisissent alors le V8 3 litres 5 Rover, ex-Buick, comme tu le disais, réputé quasiment indestructible. Une variante 2+2 avec haillon arrière pour concurrencer les Ford Capri et remplacer la très problématique Stag, baptisée Lynx, entre également en développement en 1972, on va y revenir. L'ingénierie de l'auto avance bon train, mais il reste un dernier point à mentionner et qui va avoir son importance dans la suite de l'histoire, le choix de l'usine. C'est le site de Spec numéro 2, près de Liverpool, qui assurera l'assemblage des TR7. Mais le personnel de l'usine va s'avérer peu qualifié, tant l'école blanc que l'école bleue, est très revendicatif. Ajoutez le fait que le cycle de test a été écourté pour la lancer le plus vite possible, et vous pouvez déjà imaginer le résultat. Dans quelles conditions se fait le lancement de la TR7? Nous sommes en 1975 et BLMC est dans une situation désastreuse. La crise du pétrole de 1973, les mouvements sociaux et des choix stratégiques douteux ont mis le géant anglais à terre. Au mois d'avril, le gouvernement nationalise la compagnie. Au même moment, la commercialisation de la TR7 débute, mais uniquement en Amérique du Nord. Elle avait été présentée à la presse en janvier 1975. Cette décision est prise pour assurer une bonne montée en production et répondre adéquatement à la demande du marché le plus lucratif. Le slogan qui l'accompagne est « The shape of things to come », soit grossièrement la tendance du futur. Un message prémonitoire, mais pas comme BLMC l'entendait à l'époque. La TR7 arrive avec un 4 cylindres de 2 litres développant 90 chevaux, 76 en Californie, et une boîte manuelle à 4 rapports.
La presse est partagée sur ses lignes originales, mais apprécie globalement sa tenue de route, son freinage, son habitabilité, et plusieurs essayeurs la trouvent même bien construite. Ouf. Tout le monde s'accorde à dire que le moteur est par contre un peu juste côté performance. Au Canada, elle est proposée à 6 395 $ contre 5 975 pour une MGB, tarif de 1977. Les ventes démarrent raisonnablement bien, mais assez rapidement, les premiers échos de soucis de fiabilité se font entendre. Problème de moteur, de la boîte de vitesse, d'électricité, de rouille. Quand la manœuvre de spec travaille, le contrôle de qualité est la dernière des priorités. La TR7 débute finalement sur son marché intérieur et en Europe en mai 1976. Sans dépollution, le moteur développe alors 105 chevaux. Courant 76, une boîte manuelle à 5 rapports avec essieu renforcé et une automatique à 3 rapports Borg-Wagner sont ajoutés au catalogue des options. En 1977, l'habitacle est revu et la boîte 5 sera standard en 1978. La situation va encore s'empirer par la suite. Et oui, la nationalisation de BLMC, devenue simplement British Leyland, ou BL, ne se passe pas sans remous. En novembre 1977, un nouveau président est nommé, Michael Edwardes. Peu de temps après, les ouvriers de spec numéro 2 cessent le travail. Ce sera une grève terrible qui durera 14 semaines et à la fin de laquelle Edwardes annoncera la fermeture pure et simple de l'usine. Cette grève aura aussi pour conséquence l'annulation à la dernière minute du projet Lynx, dont les outillages avaient été commandés et qui s'apprêtait à partir en production, ainsi que de la version Sprint, dont quelques exemplaires de pré-série avaient été fabriqués. Le site fermera définitivement en mai 1978 et la production sera transférée à Canley, proche de Coventry, en octobre 1978. Pendant toute cette période, pas une TR7 de construite. Par contre, une bonne répercussion de ce déménagement sera que les autos sorties de Canley seront de bien meilleure qualité. Et là, il va y avoir 2 évolutions importantes pour la TR7. Tout à fait. Les sombres nuages qui pesaient sur l'avenir des cabriolets aux États-Unis s'étant dissipés, Triumph se lance dans le développement d'une version à capote. La carrosserie subit de nombreux renforts, notamment en arrière des sièges, mais réussit l'exploit de ne guère peser plus sur la balance que sa sœur à toit fixe. De plus, le style s'accommode particulièrement bien de cette perte de toit. Ouais. Ce modèle est introduit en Amérique du Nord en juillet 1979 et en mars 1980 en Europe. Chez nous, il est facturé 10 895 $ contre 10 615 pour le coupé, tarif de 1980. Rapidement, il s'avère très populaire, Triumph anticipant qu'il réalisera près de 2/3 des ventes futures. Mais ce n'est pas tout. La marque lance enfin la version V8 en Amérique du Nord en juin 1980. Officiellement, elle ne sera pas vendue ailleurs, mais officieusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Offerte en coupé et en cabriolet, elle reçoit un moteur avec 2 carburateurs Stromberg développant 133 chevaux, sauf en Californie où une injection Lucas Bosch LG-Tronic est installée, donnant 4 chevaux de plus. Au Canada, le cabriolet TR8 est proposé à 15 995 $. C'est des sous, là. Ouais. Mais Triumph joue encore de malchance. La révolution iranienne de 1979 a entraîné un deuxième choc pétrolier et la TR8 aura beaucoup de mal à trouver sa clientèle. Pourtant, la presse l'avait adoré et le Guide de l'auto, dans son édition de 1981, avait conclu son essai par ces mots « Si le plein air et la haute performance sont au nombre de vos exigences, il est vraiment difficile de trouver mieux que cette TR8 décapotable. » Ah ouais, hein? Ouais. En 1981, toutes les TR8 passent en injection. Et là, la situation ne va cesser de s'empirer encore une fois. Ben voilà. Autre tuile. Deuxième crise pétrolière, réorganisation calamiteuse, le vaisseau British Leyland fuit de toutes parts. Afin de rationaliser les sites de production, il est décidé de fermer l'usine de Canley. La fabrication des TR7 TR8 cesse en août 1980 et est transférée à Solihull, non loin de Coventry. L'usine, qui produit aussi les rovers SD1, redémarre la chaîne immédiatement. En 1981, BL annonce la fin future de la TR7, à moins que la demande augmente significativement. Évidemment, le couperet tombe en octobre 1981. Il faut dire que le contexte économique n'est toujours pas radieux et qu'une nouvelle génération de modèles, les GTI ou Hot Hatch, avec la Golf en tête, commence à ringardiser les roadsters à l'ancienne. MG n'est pas à meilleure ancienne puisque la dernière MGB a été fabriquée en octobre 80 et que la marque est mise en veilleuse pour plusieurs années. Triumph tentera différents développements pour la TR7, projets Broadside et Boxer, qui seront abandonnés pour cause de manque de fonds. Edwardes a alors lancé des modèles bien plus importants pour la survie de l'entreprise, les Austin Metro, les futurs Maestro et Montego. Ouais. Triumph héritera en 1981 d'une version rebadgée de la Honda Ballade, une variante 4 portes de la Civic, avant de s'éteindre en 1984 dans l'indifférence quasi générale.
Est-ce qu'on sait combien on en a fabriqué des TR7, TR8? Alors, pour ce qui est des chiffres de production, absolument personne n'est d'accord. Okay. Ce qui reflète le joyeux laisser-aller de l'époque chez Triumph. Pour la TR7, les chiffres fluctuent environ entre 111 000 et 115 000 exemplaires. Les nombres qui reviennent souvent sont 86 784 coupés et 24 684 cabriolets, soit un total de 111 468 exemplaires, alors que le détail année par année donne la somme de 114 477 exemplaires. Bon. Pour la TR8, on parle de 2700 à 2800 exemplaires, dont une large majorité de cabriolets. C'est rare, donc, ça. Ouais, très rare. Et puis, c'est un modèle intéressant. Allez comprendre, la TR7 s'est mieux vendue que ses prédécesseurs, c'est vrai, mais tous les problèmes accumulés font qu'elle aurait pu potentiellement réaliser de bien meilleurs résultats. Ouais. Évidemment, elle n'a jamais rapporté d'argent à sa maison mère, ce qui était malheureusement le cas de bon nombre d'autos anglaises de l'époque. Merci beaucoup, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Antoine, tu as été essayer une paire de Toyota, et non une paire de shorts, en Californie, la BZ Woodland, qui est anciennement la BZ 4X, et le CHR, qui est maintenant tout électrique. Juste te rassurer en disant que parce que j'étais en Californie, j'ai aussi essayé une paire de shorts. Mais ça, c'est hors contexte. Tout va bien. Et je peux aussi te dire que j'ai essayé 2 autres véhicules par le fait même. Ouais. Le Subaru Trailseeker et le Uncharted. Pourquoi? Parce que c'est la même affaire que les Toyota BZ Woodland et CHR. Alors, 2 véhicules fabriqués conjointement entre Subaru et Toyota, basés sur le BZ, qui est aussi le Solterra chez Subaru, ce qui fait 3 jumeaux cosmiques chez ces 2 constructeurs-là. Une petite joke Subaru, là, cosmique. Oui, pas pire. On regardera au montant. Mais moi, j'étais emballé par le BZ Woodland. Ou la BZ Woodland, là, j'embarque pas dans les genres. Ouais. Mais format familial, espace cargo intéressant, look un petit peu aventurier. Mm-hmm. Et je m'étais dit, là, on va jouer la carte de la conduite hors route, etc., pour réaliser que c'est vraiment du cosmétique. Mm-hmm. Oui, il y a le système X-Mode de Subaru dessus. Et c'est un véhicule qui est une fusée d'accélération. C'est 375 chevaux. C'est 4,4 secondes pour le 0-100. Et pour vous donner une idée, c'est aussi rapide qu'une GR Supra à boîte manuelle, là. Pourquoi? Personne n'a demandé ça, mais on l'a. Mais on l'a. OK? Il est là. Sauf que les capacités de ce véhicule-là, et ce qui est le plus fascinant, là, je vais faire ça vite parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ce qui est le plus fascinant, c'est que tu le sais que c'est une BZ, là. Ouais. Mais le seul fait que ce soit une familiale puis qu'on lui a donné un look un petit peu plus costaud, tu as l'impression d'être complètement dans un autre véhicule et surtout d'avoir une machine qui a beaucoup plus de personnalité. Puis tu restes dans de l'électrique, là. Évidemment, tu as grosso modo 450 km d'autonomie. Si tu prends les pneus en route, tu tombes à 415, là. Alors, c'est ce que ça te donne en termes d'autonomie. Et tu as une batterie de 74,7 kWh, non pas 77 comme le BZ. Pourquoi? Parce que c'est juste pas le même fournisseur de batterie. Okay. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. J'ai beaucoup aimé la conduite, la puissance, l'équilibre, l'efficacité du 4 roues motrices. Ergonomiquement, ça va. C'est le même problème que le BZ, le cerceau du volant qui empiète sur l'instrumentation. Bon, mais tu sais, tout est là. Puis tu regardes le produit chez Subaru, c'est la même affaire. Ils ont changé la calandre, là, puis c'est à peu près ça. Fait que l'idée, ça sera de comparer les 2 produits, de comparer les promotions, les offres, les prix, mais ce sont essentiellement les 2 mêmes véhicules qui ne sont pas admissibles aux subventions parce que la facture débute à près de 60 000 $. Okay. Puis si tu prends le modèle plus luxueux, ben, tu rajoutes un 5 000 $ de plus. L'affaire qui m'a déçu, c'est qu'on te le vend comme un véhicule avec des capacités hors route exceptionnelles, ce qui est peut-être le cas, mais il n'y a aucune plaque de soubassement de protection pour la batterie. Tu vas me dire qu'il y en a une d'origine sur le véhicule, mais disons que si tu frappes une roche, c'est la roche qui va gagner. Puis si tu abîmes la batterie du véhicule, c'est fini. Fait que moi, je pense qu'on aurait dû rajouter un élément de robustesse ou de protection supplémentaire
spécifique à ce véhicule-là pour aller protéger le cœur de la voiture. Ça, c'est mon truc. Après ça, on a essayé le CHR. Le CHR, évidemment, on ramène le nom CHR qu'on avait déjà connu dans le passé alors qu'on avait rebadgé un véhicule qui devait être un Sion chez nous. On connaît l'histoire. Là, c'est du tout électrique. C'est aussi basé sur la BZ, empattement plus court, véhicule plus compact. Évidemment, tu peux avoir un modèle à traction 221 chevaux, sinon un modèle 4 roues motrices de 338 chevaux. Ça aussi, ça accélère et pas à peu près. Mais le truc que je trouve intéressant, c'est que la version à 221 chevaux à traction, c'est 500 km d'autonomie. Évidemment, c'est un véhicule qui est admissible aux pleines subventions. Donc, ça te ramène la facture à un prix qui est vraiment intéressant, là, autour de 42 000 $. Belle recette pour chez nous, ça, traction. Belle recette pour chez nous. Beaucoup d'autonomie. Il y a une version chez Subaru, chez la Uncharted, quel nom a couché dehors d'ailleurs. Il y a une version de la Uncharted chez Subaru qui, elle, va offrir le moteur de base de la BZ qui fait 165 chevaux. Okay. Qui a une plus petite batterie de 57,7 kWh et qui coûte 4 000 $ de moins. Donc, ceux qui veulent avoir l'électrique la moins chère dans toute cette gamme-là, elle est chez Subaru. Mais je pense que l'intérêt passe à cette version-là qui te donne une liberté, 500 km d'autonomie, une puissance qui est plus adéquate aussi. Ça va se vendre chez nous au Québec. Puis après ça, tu tombes dans le 4 roues motrices. Ça coûte un peu plus cher. 5 000 $ de plus, en fait, pour avoir les 4 roues motrices et pour avoir 115 chevaux supplémentaires. Alors, c'est plus la même machine en conduite, mais ça reste le même équipement. Très cute comme design. C'est à peu près le même format que la Nissan Leaf, sauf que, évidemment, si tu compares modèle de base pour modèle de base avec la Nissan Leaf, tu es à peu près à la même place, mais avec un véhicule qui te donne un petit peu plus de caractère, qui est plus joli, qui a moins d'espace aux jambes à l'arrière, mais qui a plus de coffre par rapport à la Nissan Leaf. Mais dès que tu passes à la deuxième version, ben là, pour le prix d'une Nissan Leaf de milieu de gamme, tu as 115 chevaux de plus et 4 roues motrices. Nissan n'est plus là. Ouais, c'est terminé. Fait que ces deux versions-là, que sont les XLE traction et XLE 4 roues motrices, elles vont se vendre à merveille parce qu'elles sont admissibles au plein crédit. C'est pas le cas de la version la plus luxueuse où là, tu dépasses, avant les frais de transport préparation, allègrement le seuil des 50 000 $. Je reviens à ce qu'on disait en début d'émission. Est-ce qu'on va venir appliquer un rabais de 4-5 000 dessus pour que le véhicule soit admissible en montant le taux de financement de 2 Peut-être que oui. Mais sur papier, pour le moment, c'est ça. Je suis convaincu que ça va connaître du succès parce que ça répond aux besoins et aux désirs des acheteurs de véhicules électriques québécois qui veulent avoir des véhicules électriques efficaces, fiables, ça on verra, et qui ont de l'autonomie et qui se rechargent relativement facilement. Et je termine sur ce point-là, 150 kW de vitesse de charge, ce qui veut dire que ça va vous prendre 8 heures pour recharger ça à la maison sur un niveau 2. Sinon, autour de 30-35 minutes dans les meilleures conditions sur une borne de niveau 3. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.